Bienvenue, cher auditeur, dans cette bulle de tranquillité, où le temps ralentit et où l'histoire se déploie comme un doux drapé. Allongez-vous confortablement, fermez doucement les yeux, laissez les pensées de la journée s'éloigner, comme des nuages portés par un vent léger. Laissons le monde s'estomper et le silence s'installer, un silence seulement ponctué par le son de ma voix. Une voix qui vous accompagnera dans un voyage à travers les âges, à travers les brumes du passé. Ce soir, nous allons nous pencher sur un sujet à la fois fascinant et sombre, une page de l'histoire qui a façonné le monde tel que nous le connaissons. Nous allons explorer les méandres de la peste noire, non pas comme une simple catastrophe, mais comme une force de transformation, un catalyseur qui a mis à nu les faiblesses et révélé les forces de l'humanité. Laissez-vous bercer par le rythme de cette narration, tandis que nous plongeons dans les mémoires des siècles passés, à l'époque où les ombres de la mort planaient, mais où la lumière de la résilience brillait aussi. Imaginez-vous dans l'Europe du milieu du XIVe siècle. Un monde où la plupart des gens ne voyagent jamais au-delà de leur village. Un monde où la vie est rythmée par les saisons, par le labeur de la terre et par les cloches des églises. Les villes sont des lieux vibrants, mais encombrés. Les rues, souvent étroites et sinueuses, résonnent du bruit des artisans, du cri des marchands et du brouhaha constant de la foule. Les maisons sont serrées les unes contre les autres, leurs toits de chaume se chevauchant presque. Un monde d'une complexité simple, avant l'aube de la modernité. Un monde où les connaissances scientifiques sont rudimentaires et où la religion et les superstitions occupent une place centrale dans l'existence de chacun. C'est dans ce contexte que nous allons explorer l'histoire de la peste noire. Nous commencerons notre voyage par ses origines lointaines, là où tout a commencé. Nous irons dans les steppes d'Asie centrale, un vaste océan d'herbes qui s'étend à l'infini, berceau de nombreuses civilisations nomades. C'est là que le mal a trouvé son foyer, niché dans la petite mais redoutable puce, elle-même portée par les animaux et en particulier par les rongeurs, dont les déplacements incessants ont permis au mal de se propager. Nous suivrons sa progression lente mais inexorable le long des routes commerciales millénaires, celles que l'on appelle les routes de la soie. Ces voies qui ont pendant des siècles nourri les échanges entre l'Orient et l'Occident sont devenues, sans que personne ne s'en rende compte, les canaux par lesquels la mort a voyagé. Le voyage de la peste n'a pas été instantané. Il a fallu du temps, des mois, des années même, pour qu'elle traverse les déserts, les montagnes et les vastes plaines. Nous nous arrêterons à l'un des points de basculement, le grand port de Caffa en Crimée, où la maladie a fait son apparition pour la première fois sur le sol européen, portée par des navires, ces géants de bois qui unissaient les continents. Une fois la maladie arrivée en Europe, son voyage s'est accéléré, comme une vague qui déferle sur un rivage. Nous verrons comment elle a balayé le continent avec une rapidité déconcertante, de ville en ville, de village en village. Nous explorerons comment elle a suivi les côtes, s'est infiltrée dans les fleuves et les rivières, et a déferlé sur les routes et les chemins, laissant derrière elle un sillage de douleur et de désespoir. Nous nous arrêterons à Venise, l'opulente cité des marchands, et à Gênes, sa rivale acharnée. Puis nous traverserons les Alpes pour arriver en France et en Angleterre, et nous remonterons jusqu'au lointain royaume scandinave. Ce ne sera pas une simple énumération de faits macabres. Nous prendrons le temps de comprendre ce que cela signifiait de vivre à cette époque, d'être confronté à une telle calamité. Nous parlerons des symptômes de la maladie, de ces bubons qui donnaient son nom à la peste bubonique, de la fièvre dévorante et de la toux sanglante. Nous évoquerons la terreur que ces signes inspiraient, la peur qui s'emparait des cœurs et paralysait les esprits. Mais notre voyage ne s'arrêtera pas là. L'histoire de la peste noire est aussi celle des réponses humaines, de la manière dont les gens, face à l'inconnu, ont essayé de donner un sens à ce qui se passait. Nous découvrirons les explications que les gens de l'époque ont données à la maladie, des punitions divines aux alignements planétaires, en passant par les théories du mauvais air ou miasme. Nous verrons comment ces explications, basées sur les connaissances de l'époque, ont façonné la réaction des populations. Nous parlerons également des conséquences sociales,
économiques et religieuses de cette épidémie. Imaginez-vous un monde où la moitié de la population a disparu en quelques années. C'est un changement d'une ampleur inimaginable qui a bouleversé les structures de la société. Le manque de main-d'œuvre a donné plus de pouvoir aux paysans survivants, les salaires ont augmenté et le système féodal basé sur la servitude a commencé à s'effriter. Les seigneurs et les propriétaires terriens ont dû faire des concessions, ce qui a ouvert la voie à de nouvelles formes d'organisation sociale. La peste noire a également eu un impact profond sur la religion et la foi. Dans un monde où Dieu était censé être tout-puissant, la mort de millions de fidèles, y compris des prêtres et des moines, a ébranlé les certitudes. Comment un Dieu aimant pouvait-il permettre une telle souffrance? Cette question a conduit à une remise en question de l'Église et a ouvert la voie à de nouvelles formes de spiritualité, plus personnelles et moins institutionnalisées. Enfin, nous regarderons l'héritage de la peste noire. Comment cette période a-t-elle ouvert la voie à la Renaissance? Comment les changements démographiques et sociaux ont-ils permis l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles formes d'art et de pensée? Nous verrons que la peste noire, loin d'être un simple point final, a été le début d'une nouvelle ère, une ère de renouveau et de transformation. Alors, laissez-vous porter par le fil de cette histoire. Laissez votre esprit se détendre, tandis que nous explorons ensemble cette période charnière. Il n'y a pas d'urgence, pas de hâte, juste le lent et paisible flux de l'histoire qui nous emporte doucement vers un sommeil réparateur. Doux rêve. Alors que nous dérivons à travers les âges, loin des tumultes d'aujourd'hui, laissons notre esprit voyager vers un lieu lointain et vaste, les steppes arides de l'Asie centrale. C'est ici, dans ces plaines infinies où seuls les vents et les troupeaux nomades semblent régner, que notre histoire commence. C'est là que, selon la plupart des historiens et des scientifiques, la peste noire, un fléau qui allait changer le visage du monde, a trouvé ses origines. Pour comprendre cette histoire, nous devons d'abord nous familiariser avec un acteur minuscule mais essentiel, la puce de rat, la Xenopsylla chaopis. Cette petite créature, à peine visible à l'œil nu, est le véritable véhicule de notre récit. À l'intérieur de cette puce, et plus précisément dans son tube digestif, vit une bactérie nommée Yersinia pestis. Elle est l'agent pathogène responsable de la peste. Cette bactérie se multiplie dans la puce, bloquant son estomac et l'affamant. Désespérée, la puce, en quête de nourriture, mord son hôte, le plus souvent un rongeur, et régurgite la bactérie dans le sang de sa victime, transmettant ainsi la maladie. Mais quel était cet autre rongeur? Principalement la marmotte, le grand gerbille et d'autres espèces de rongeurs vivant en colonie. Ces animaux sont naturellement porteurs de la peste dans certaines régions du monde, et la maladie peut se transmettre d'animal à animal sans que le cycle ne s'interrompe. C'est ce que l'on appelle la peste sylvatique, une forme de la maladie qui reste confinée dans des populations d'animaux sauvages, ne causant que des épidémies locales. C'est une forme silencieuse, une menace qui couve comme un feu sous la cendre. Les premiers signes de l'émergence de la peste sous une forme épidémique à grande échelle sont apparus au début des années 1300. Les scientifiques, en étudiant les cernes des arbres et les dépôts de glace, ont pu confirmer l'existence d'un changement climatique qui a provoqué une période de sécheresse en Asie centrale. Cette sécheresse a poussé les rongeurs, et avec eux leurs puces infectées, à se déplacer hors de leurs habitats habituels, pour chercher de la nourriture et de l'eau. Poussés par la faim et la soif, ils ont migré vers des zones plus peuplées, où les humains et leurs animaux domestiques étaient plus nombreux. Ce mouvement des populations de rongeurs a ouvert une porte, une voie de transmission pour la bactérie qui, jusqu'alors, était restée relativement isolée. Alors que les rongeurs se rapprochaient des villes et des villages, le vecteur de la maladie a changé. La puce de la marmotte a trouvé de nouveaux hôtes, les rats noirs, ou Rattus ratus, qui étaient monnaie courante dans les habitations humaines, se faufilant dans les greniers, les caves et les bateaux. Le rat noir, contrairement à la marmotte, vit en étroite proximité avec les humains, ce qui en fait un vecteur parfait pour une épidémie. Le cycle de la maladie est alors passé d'une forme sylvatique, confinée aux forêts et aux steppes, à une forme urbaine, ou peste urbaine,
qui pouvait se propager rapidement d'une personne à l'autre et d'une ville à l'autre. L'histoire de la peste n'est pas celle d'une simple migration de rats. C'est l'histoire d'un virus qui a su exploiter un réseau de routes et de contacts humains. Au fur et à mesure que les rongeurs infectés se rapprochaient des grands centres de commerce, la maladie a commencé à se propager le long des routes commerciales qui reliaient l'Orient et l'Occident. Ces routes, en particulier la célèbre route de la soie, étaient les artères vitales du commerce médiéval. Elles transportaient des épices, des textiles, des pierres précieuses et des idées. Mais elles transportaient aussi, sans le savoir, la mort. Les premiers foyers de la maladie apparaissent dans les régions de l'actuel Kirghizistan et d'autres parties de l'Asie centrale dans les années 1330. Des tombes datant de cette époque ont été découvertes avec des épitaphes qui mentionnent une grande peste. Ces tombes sont une preuve silencieuse, mais éloquente, de l'émergence du fléau. De ces régions, la maladie a commencé à se répandre, d'abord vers la Chine, où des documents historiques rapportent des épidémies massives, puis vers l'Inde, et enfin vers le Moyen-Orient. Ce voyage s'est fait pas à pas, au gré des caravanes de chameaux et des convois de marchands qui sillonnaient ces terres lointaines. La progression n'était pas un phénomène unique, mais une série de vagues, de foyers qui apparaissaient et disparaissaient avant de resurgir ailleurs. Le voyage était lent, mesuré à l'aune de la vitesse des caravanes, des bateaux et des pas des voyageurs. Personne n'aurait pu imaginer que cette lente progression, qui s'étalait sur des années, allait aboutir à une catastrophe d'une ampleur sans précédent en Europe. Alors, tandis que nous laissons les paysages arides de l'Asie centrale s'éloigner, nous pouvons imaginer ces caravanes, ces milliers d'hommes et d'animaux inconscients du terrible passager clandestin qu'ils transportent avec eux. La maladie se faufilait de campement en campement, de ville en ville, un fantôme silencieux qui glissait sous les voiles de soie et les ballots de marchandises. Le monde, à cette époque, était un monde interconnecté, bien plus qu'on ne le pense. Et ces connexions, qui étaient la source de sa richesse et de son dynamisme, allaient devenir la source de sa plus grande épreuve. Le sort de l'Europe était scellé non pas dans les cités marchandes et les palais royaux, mais dans les terriers de rongeurs, au cœur des plaines d'Asie. L'histoire, souvent, est faite de ces détails insignifiants, de ces connexions inattendues. Nous laissons derrière nous les vastes steppes et nous nous faufilons le long des routes de la soie, ces veines millénaires qui ont relié l'Orient et l'Occident. Imaginez ces chemins poussiéreux, balisés par les pas des marchands, le trot des chameaux et le grincement des roues des chariots. Ils sont le théâtre de notre deuxième acte. La peste, à peine une ombre au début, voyageait incognito, caché dans les bagages, niché dans les manteaux, transporté par les rats qui s'y glissaient. C'est un voyage lent, patient, qui s'étale sur des années. La maladie, après avoir ravagé certaines parties de la Chine et de l'Asie centrale, a continué sa progression inexorable vers l'ouest. Elle a suivi les flux du commerce, de ville en ville, de caravane en caravane. Le lent et paisible défilement du temps nous emmène vers les grands carrefours du commerce oriental, Samarcande, Boukhara et plus loin encore. Ces cités étaient des foyers de vie et d'échange, des lieux où les cultures se rencontraient et se mélangeaient. Et c'est là, dans ce brassage de population et de marchandises, que la maladie a pu se propager avec une efficacité redoutable. Les rats, ces passagers indésirables, trouvaient refuge dans les entrepôts de soie et les ballots de coton, offrant à la puce infectée un nouveau foyer. Alors que nous avançons, la nature du voyage change. Les routes de terre se terminent, laissant place à la vaste étendue de la mer Caspienne et de la mer Noire. C'est ici que l'histoire prend un tournant décisif. Les caravanes ont cédé la place aux navires, ces vaisseaux de bois qui glissaient sur les vagues, reliant les continents par-delà les eaux. C'est à bord de ces navires que la peste a fait le dernier et le plus rapide segment de son voyage vers l'Europe. Le point de bascule de notre histoire est un lieu dont le nom évoque aujourd'hui une toute autre image. La ville de Kaffa, aujourd'hui Théodosie, sur la péninsule de Crimée. Kaffa était une colonie génoise, une cité fortifiée et un port stratégique sur la mer Noire. Elle était un point de jonction vital pour le commerce entre l'Asie et l'Europe.
En 1346, la ville fut assiégée par l'armée mongole de Jani Beg. L'armée mongole, composée de guerriers et de marchands venus d'Asie, était déjà ravagée par la maladie. Des récits de l'époque, comme celui du notaire Gabriel de Mussy, nous racontent comment, face à l'échec de leur siège, les Mongols ont eu une idée effroyable. Ils ont utilisé des catapultes pour lancer les corps de leurs propres soldats morts de la peste par-dessus les murs de la ville. Cette description, bien que théâtrale et peut-être embellie par l'histoire, illustre la manière dont la maladie a été introduite dans la ville. Les corps, même s'ils n'étaient pas les vecteurs principaux de la transmission, étaient un signe clair de la présence du fléau. La véritable menace se trouvait dans les rats et les puces qui s'étaient réfugiés dans la ville assiégée. La maladie s'est rapidement propagée parmi la population génoise, qui, paniquée, a cherché à s'échapper. Des navires quittèrent Kaffa, chargés de marchands et de marins génois en fuite, inconscients qu'ils transportaient à leur bord non seulement leurs biens, mais aussi l'ombre de la mort. Ces navires ont mis le cap sur l'Italie, le cœur du commerce maritime européen. C'est ainsi que la peste a traversé la mer Noire et la Méditerranée, voyageant plus vite que n'importe quel messager. Le premier point d'entrée officiel en Europe, selon les récits, fut la ville de Messine, en Sicile, en octobre 1347. Les navires génois y sont arrivés et les marins à bord étaient déjà gravement malades. Les habitants de Messine, voyant les bubons et les symptômes étranges, ont essayé de renvoyer les navires, mais c'était déjà trop tard. Les rats infectés avaient déjà débarqué et la maladie a rapidement balayé la ville. Un chroniqueur sicilien de l'époque, Michel da Piazza, a décrit comment les gens mouraient si vite que les prêtres et les médecins ne pouvaient même pas les assister. La peur, la panique et la mort ont pris le dessus. De Messine, le voyage de la peste s'est poursuivi comme une vague qui se déploie. D'autres navires, venant de Kaffa et d'autres ports orientaux, ont accosté dans d'autres villes portuaires italiennes. Gênes, la rivale de Venise, a été touchée en janvier 1348. Les marins qui y sont arrivés ont répandu la maladie dans la ville, puis dans les campagnes environnantes. Venise elle-même, la reine de l'Adriatique, a été touchée peu de temps après. Ces villes, avec leur dense population et leur commerce incessant, étaient des foyers parfaits pour la propagation de la maladie. Alors, tandis que nous laissons les navires génois glisser sur les eaux calmes de la Méditerranée, nous pouvons presque ressentir l'arrivée de cette ombre sur le rivage. Ce n'est plus un fléau lointain et abstrait, il a désormais posé le pied sur le continent européen. Les ports, autrefois symboles de richesse et de connexion, sont devenus les portes d'entrée de la mort. Le monde est sur le point de changer, et le voyage de la peste, qui a mis des années à traverser les continents, ne prendra que quelques mois pour dévaster un monde entier. La peste a posé le pied sur le sol européen et a commencé son implacable voyage à travers le continent. De l'Italie, où elle a fait son apparition, elle a progressé avec une vitesse déconcertante, telle une vague déferlante qui ne s'arrête jamais. Alors que nous laissons les ports de Messine et de Gênes derrière nous, nous suivons la progression de la maladie le long des routes commerciales et des voies maritimes. Ces mêmes routes qui, autrefois, étaient le symbole de la prospérité européenne. La maladie a d'abord déferlé sur la péninsule italienne. Elle a ravagé la Toscane, avec Florence en son centre, et la Lombardie. L'un des récits les plus poignants de cette période est celui de Bocchet dans le Décaméron. Il décrit de manière vivante la vie à Florence sous le fléau, où les rues étaient jonchées de cadavres et où les gens s'enfuyaient de la ville par peur. Boccace ne se contente pas de décrire la mort, il dépeint aussi la désintégration de la société, le rejet des malades et la perte de toute décence. Pour lui, la peste n'est pas seulement une épidémie, c'est la fin d'un monde. De l'Italie, la maladie a traversé les Alpes et s'est répandue en France, en Espagne et au Portugal. Elle a atteint la ville de Marseille en janvier 1348, portée par des navires marchands. De là, elle a suivi les grandes routes et les fleuves, remontant le Rhône et la Loire, s'infiltrant dans les campagnes et les villes de l'intérieur des terres. Paris, la plus grande ville d'Europe, n'a pas été épargnée. Les chroniques de l'époque, comme celle de Jean de Venette, parlent de milliers de morts par jour
et de la difficulté de trouver des fossoyeurs pour enterrer les corps. Le voyage de la peste n'était pas uniforme. Dans les régions côtières et sur les bords des grands fleuves, sa progression était rapide. Les rats et leurs puces, transportés par bateau, pouvaient se propager facilement d'un port à l'autre. Dans les régions plus isolées, elle avançait plus lentement de village en village, au rythme des voyageurs et des marchands. Elle atteignit l'Angleterre en août 1348, débarquant au port de Melcombe Regis, aujourd'hui Weymouth, dans le comté de Dorset. De là, elle se dirigea vers le nord, atteignant Londres en 1349. Les chroniques anglaises, comme le Chronicon de Lanercost, décrivent un taux de mortalité si élevé que des cimetières spéciaux ont dû être créés en dehors des villes, comme le East Smithfield Burial Ground à Londres, pour accueillir les milliers de corps. L'un des facteurs les plus importants de la propagation était la densité de la population et les conditions d'hygiène de l'époque. Les villes médiévales, avec leurs rues étroites, leurs maisons en bois serrées les unes contre les autres et leur système d'assainissement rudimentaire, étaient des foyers idéaux pour la maladie. La proximité entre les humains et les rats, qui vivaient dans les greniers, les caves et les égouts, a permis à la bactérie de passer facilement d'une espèce à l'autre. Le voyage de la peste a continué, déferlant sur l'Allemagne, les Pays-Bas, la Scandinavie et même l'Islande, portés par les navires de commerce. Les récits de l'époque, quel que soit le pays, sont étrangement similaires. Des villes désertées, des champs à l'abandon, des familles décimées. Les chroniqueurs, qu'ils soient en Italie, en France ou en Angleterre, décrivent tous l'horreur, le désespoir et le sentiment que la fin du monde était arrivée. La peste noire ne se contentait pas de tuer les corps, elle détruisait les âmes, l'espoir et la structure même de la société. Au fur et à mesure que nous suivons ce voyage dévastateur, il est important de noter que toutes les régions n'ont pas été touchées de la même manière. Certaines zones, plus isolées, ont été relativement épargnées, du moins au début. Les montagnes et les forêts, qui avaient autrefois servi de barrières naturelles, ont ralenti la progression de la maladie. Mais la peste était patiente. Elle revenait en vagues. Et ce qui avait été épargné une année pouvait être dévasté la suivante. Alors que nous laissons cette carte de l'Europe se couvrir de points noirs, représentant le passage de la mort, nous pouvons fermer les yeux et nous imaginer les sons qui ont disparu. Le rire des enfants, le bruit des métiers, les chants des paysans. Ils ont été remplacés par un silence assourdissant, rompu seulement par les pleurs et le glas des cloches. L'Europe, à l'aube du XIVe siècle, était un continent vibrant et en plein essor. En l'espace de quelques années seulement, il était devenu un continent en deuil, hanté par l'ombre de la mort. Et c'est cette ombre qui nous mènera à notre prochaine étape, l'étude des symptômes qui ont tant terrifié les populations de l'époque. Alors que la peur et l'anxiété remplissent les rues des villes, il est temps de nous pencher sur la nature même du fléau. La maladie et ses symptômes, ces signes visibles qui semaient une terreur panique. La peste noire n'était pas un mal unique. Elle se manifestait sous plusieurs formes, chacune avec sa propre horreur. La plus commune et la plus emblématique est la peste bubonique. C'est de cette forme que la maladie tire son nom en référence aux bubons, des gonflements douloureux qui apparaissaient sur le corps des malades. Imaginez une personne jusque-là en bonne santé. Le cycle de la maladie commence par une piqûre de puce infectée. Au bout de quelques jours d'incubation, les premiers signes apparaissent. Une fatigue intense s'installe, comme une chape de plomb qui s'abat sur le corps. Vient ensuite une forte fièvre, des frissons et des douleurs dans les muscles et les articulations. La personne, accablée, se couche, pensant peut-être à une grippe ou à une fièvre saisonnière. Mais très vite, la situation s'aggrave. Le symptôme le plus terrifiant est l'apparition des bubons. Ces gros gonflements, d'abord petits et durs, peuvent atteindre la taille d'une pomme ou d'un œuf de poule. Ils se forment principalement dans les ganglions lymphatiques, à l'aine, sous les aisselles et dans le cou, là où la puce a mordu. Ils sont d'une douleur insupportable, chauds au toucher et souvent d'un bleu noir, à cause des hémorragies internes. Ces bubons, comme des marques de mort, étaient le signe indéniable que la maladie s'était emparée du corps. Mais la peste bubonique n'était pas la seule forme du fléau.
Une autre, encore plus rapide et plus meurtrière, était la peste septicémique. Cette forme se produisait lorsque la bactérie Yersinia pestis pénétrait directement dans la circulation sanguine. Elle ne laissait pas le temps au bubon de se former. Les symptômes apparaissaient soudainement. La fièvre montait en flèche et des taches noires, appelées accros, apparaissaient sur la peau, principalement aux extrémités du corps, comme les doigts, le nez ou les orteils, causées par des hémorragies sous-cutanées. Cette forme était presque toujours fatale et la mort survenait en moins de 24 heures. C'est de cette manifestation que le nom de peste noire trouve son origine, en référence à ces marques sombres sur la peau. Enfin, il y avait la peste pneumonique, la plus insidieuse de toutes. Cette forme affectait les poumons et se transmettait par l'air, par la toux ou l'éternuement d'une personne infectée. Elle n'avait pas besoin des rats ou des puces. Un simple contact rapproché suffisait à propager la maladie. Les symptômes comprenaient une toux sévère, souvent accompagnée de crachats de sang. La mort survenait en 1 ou 2 jours. Cette forme de la peste était particulièrement redoutable car elle ne laissait aucune chance d'échapper à la maladie et se propageait avec une efficacité terrifiante. La médecine médiévale, rudimentaire et basée sur la théorie des humeurs, était impuissante face à la peste. Les médecins, souvent impuissants, essayaient de traiter les bubons en les incisant et en les drainant, une pratique qui, loin de guérir, ne faisait qu'augmenter le risque d'infection. Les remèdes étaient souvent des poudres de pierres précieuses, des tisanes d'herbes ou des prières, mais rien ne semblait fonctionner. Les médecins eux-mêmes succombaient au fléau, leurs masques en forme de bec d'oiseau remplis d'herbes parfumées, n'offrant aucune protection contre la maladie transmise par l'air. La mort, dans tous les cas, était une chose horrible. Le corps se décomposait rapidement, la puanteur était insupportable, et l'espoir s'éteignait. Mais c'est cette mort qui a mis en lumière la vie. La peur a mis en lumière le courage. Le chaos a mis en lumière l'ordre, et le désespoir a mis en lumière la foi. Comprendre la maladie, c'est comprendre pourquoi la société a réagi de la manière qu'elle a eue. C'est comprendre pourquoi certains ont fui, pourquoi d'autres ont prié, et pourquoi d'autres encore ont abandonné toute dignité. Alors que nous laissons derrière nous ces sombres réalités, nous pouvons nous imaginer l'humanité face à l'inconnu, à un mal invisible et imparable. Le souvenir de la maladie ne s'effacera jamais, mais il a ouvert la voie à un nouveau monde. Fermons les yeux un instant et laissons le silence et la tranquillité nous envelopper avant de continuer notre voyage. Alors que la peur et l'anxiété remplissent les rues des villes, il est temps de nous pencher sur la nature même du fléau, la maladie et ses symptômes, ces signes visibles qui semaient une terreur panique. La peste noire n'était pas un mal unique. Elle se manifestait sous plusieurs formes, chacune avec sa propre horreur. La plus commune et la plus emblématique est la peste bubonique. C'est de cette forme que la maladie tire son nom en référence au bubon, des gonflements douloureux qui apparaissaient sur le corps des malades. Imaginez une personne, jusque-là, en bonne santé. Le cycle de la maladie commence par une piqûre de puce infectée. Au bout de quelques jours d'incubation, les premiers signes apparaissent. Une fatigue intense s'installe, comme une chape de plomb qui s'abat sur le corps. Vient ensuite une forte fièvre, des frissons et des douleurs dans les muscles et les articulations. La personne, accablée, se couche, pensant peut-être à une grippe ou à une fièvre saisonnière. Mais très vite, la situation s'aggrave. Le symptôme le plus terrifiant est l'apparition des bubons. Ces gros gonflements, d'abord petits et durs, peuvent atteindre la taille d'une pomme ou d'un œuf de poule. Ils se forment principalement dans les ganglions lymphatiques, à l'aine, sous les aisselles et dans le cou, là où la puce a mordu. Ils sont d'une douleur insupportable, chauds au toucher et souvent d'un bleu noir à cause des hémorragies internes. Ces bubons, comme des marques de mort, étaient le signe indéniable que la maladie s'était emparée du corps. Mais la peste bubonique n'était pas la seule forme du fléau. Une autre, encore plus rapide et plus meurtrière, était la peste septicémique. Cette forme se produisait lorsque la bactérie Yersinia pestis pénétrait directement dans la circulation sanguine. Elle ne laissait pas le temps aux bubons de se former. Les symptômes apparaissaient soudainement. La fièvre montait en flèche
et des taches noires, appelées acros, apparaissaient sur la peau, principalement aux extrémités du corps comme les doigts, le nez ou les orteils, causées par des hémorragies sous-cutanées. Cette forme était presque toujours fatale et la mort survenait en moins de 24 heures. C'est de cette manifestation que le nom de peste noire trouve son origine en référence à ces marques sombres sur la peau. Enfin, il y avait la peste pneumonique, la plus insidieuse de toutes. Cette forme affectait les poumons et se transmettait par l'air, par la toux ou l'éternuement d'une personne infectée. Elle n'avait pas besoin des rats ou des puces. Un simple contact rapproché suffisait à propager la maladie. Les symptômes comprenaient une toux sévère, souvent accompagnée de crachats de sang. La mort survenait en 1 ou 2 jours. Cette forme de la peste était particulièrement redoutable, car elle ne laissait aucune chance d'échapper à la maladie et se propageait avec une efficacité terrifiante. La médecine médiévale, rudimentaire et basée sur la théorie des humeurs, était impuissante face à la peste. Les médecins, souvent impuissants, essayaient de traiter les bubons en les incisant et en les drainant, une pratique qui, loin de guérir, ne faisait qu'augmenter le risque d'infection. Les remèdes étaient souvent des poudres de pierres précieuses, des tisanes d'herbes ou des prières, mais rien ne semblait fonctionner. Les médecins eux-mêmes succombaient au fléau, leurs masques en forme de bec d'oiseau remplis d'herbes parfumées n'offrant aucune protection contre la maladie transmise par l'air. La mort, dans tous les cas, était une chose horrible. Le corps se décomposait rapidement, la puanteur était insupportable et l'espoir s'éteignait. Mais c'est cette mort qui a mis en lumière la vie. La peur a mis en lumière le courage. Le chaos a mis en lumière l'ordre et le désespoir a mis en lumière la foi. Comprendre la maladie, c'est comprendre pourquoi la société a réagi de la manière qu'elle a eue. C'est comprendre pourquoi certains ont fui, pourquoi d'autres ont prié et pourquoi d'autres encore ont abandonné toute dignité. Alors que nous laissons derrière nous ces sombres réalités, nous pouvons nous imaginer l'humanité face à l'inconnu, à un mal invisible et imparable. Le souvenir de la maladie ne s'effacera jamais, mais il a ouvert la voie à un nouveau monde. Fermons les yeux un instant et laissons le silence et la tranquillité nous envelopper avant de continuer notre voyage. Le fléau s'est installé en Europe et la société, désorientée, a cherché des réponses. L'impuissance des médecins et la rapidité de la maladie ont poussé les gens à chercher des explications ailleurs, dans la religion, la superstition et la science balbutiante de l'époque. Les réponses étaient variées, mais elles reflétaient toute une profonde angoisse face à l'inconnu. La première et la plus répandue explication était que la peste noire était une punition divine. Dans un monde profondément religieux, la maladie était perçue comme un châtiment de Dieu, envoyé pour punir l'humanité de ses péchés. Les péchés pouvaient être la cupidité, la vanité ou la luxure, et la peste était un avertissement, une épreuve envoyée par le Créateur. Cette croyance a entraîné une augmentation de la ferveur religieuse. Les gens se rendaient en masse dans les églises, confessaient leurs péchés, faisaient des dons à l'église et participaient à des processions de pénitents, comme les flagellants que nous avons mentionnés. L'idée était que la repentance collective pourrait apaiser la colère divine et mettre fin à l'épidémie. Mais la mort continuait de frapper, même les plus pieux, ce qui a commencé à ébranler la foi de certains. Une autre explication, plus scientifique pour l'époque, était la théorie des miasmes. Selon cette théorie, la maladie était causée par de l'air corrompu ou des vapeurs toxiques qui se dégageaient de la terre, des eaux stagnantes ou des corps en décomposition. On pensait que cet air vicié pouvait pénétrer dans le corps par la respiration et causer la maladie. Pour se protéger, les gens portaient des herbes parfumées, des épices, des fleurs ou des oranges sur eux. Les médecins de l'époque portaient les célèbres masques en forme de bec, remplis de ces herbes pour se protéger de l'air corrompu. Des feux étaient allumés dans les rues pour purifier l'air. On pensait que l'odeur de fumée et d'encens pouvait chasser les miasmes et empêcher la maladie de se propager. Une troisième théorie qui a eu des conséquences tragiques était celle des boucs émissaires. Face à l'incompréhension et à la peur, les gens ont cherché des coupables. Les Juifs ont été accusés d'avoir empoisonné les puits et les rivières. Une accusation absurde.
mais qui a trouvé un écho dans les esprits troublés de l'époque. Des massacres de Juifs ont eu lieu dans de nombreuses villes, notamment en Allemagne et en Suisse, où des milliers de personnes ont été brûlées vives ou tuées. Le pape Clément XVI a tenté de protéger les Juifs en émettant une bulle papale qui condamnait ces persécutions. Mais il était souvent trop tard. La haine et l'ignorance avaient pris le dessus. D'autres groupes, comme les mendiants, les étrangers ou même les pèlerins, ont également été accusés de propager la maladie. Au milieu de cette confusion et de ces peurs, les mesures de prévention sont apparues. Si l'origine de la maladie était mal comprise, certaines actions intuitives ont été prises. L'une des plus importantes a été la quarantaine. Les autorités de Venise et de Raguse, aujourd'hui Dubrovnik, ont été les premières à instaurer cette pratique. Les navires venant des ports de l'Est devaient rester au mouillage pendant 40 jours, d'où le nom de quarantaine, avant de pouvoir débarquer leurs passagers et leurs marchandises. Cette mesure a, sans le savoir, ralenti la propagation de la maladie en empêchant les nouveaux arrivages de rats infectés et de puces d'entrer dans la ville. D'autres mesures comprenaient le nettoyage des rues, une tâche difficile à l'époque, l'interdiction des rassemblements publics et la mise en place de barrières sanitaires. Ces actions, bien que souvent inefficaces au début, ont jeté les bases des politiques de santé publique qui se sont développées bien plus tard. Les autorités ont commencé à tenir des registres de décès, à isoler les malades et à réglementer les enterrements. Alors que nous laissons les théories et les superstitions de l'époque derrière nous, nous pouvons nous imaginer le profond désarroi des gens. Ils étaient confrontés à un ennemi invisible et mortel, et les explications qu'ils trouvaient, aussi erronées soient-elles, leur permettaient de donner un sens à leur souffrance. La peste noire a été un révélateur des craintes et des préjugés d'une époque, mais elle a aussi semé les graines des premières réactions de santé publique. Alors que la maladie continuait de déferler sur l'Europe, elle a laissé derrière elle non seulement la mort, mais aussi un monde profondément transformé. La peste noire n'était pas seulement un événement médical, c'était un événement social, économique et politique d'une ampleur sans précédent. En l'espace de quelques années, elle a fait disparaître une grande partie de la population européenne et avec elle, le fragile équilibre qui maintenait la société féodale. Le premier et le plus visible des impacts a été un choc démographique monumental. On estime que la peste a tué entre 30 et 60% de la population européenne, soit des dizaines de millions de personnes. Dans certaines villes, le taux de mortalité a atteint 50, voire 60%. Les villages entiers étaient désertés, les champs laissés en jachère et les routes étaient vides. Ce manque soudain de main-d'œuvre a eu un effet de cascade sur l'économie. Le système féodal, qui était la base de la société médiévale, reposait sur la servitude. Les paysans, ou serfs, étaient attachés à la terre et devaient travailler pour le seigneur en échange de sa protection. Mais avec la mort d'une si grande partie de la population paysanne, les survivants se sont retrouvés dans une position de force. Le travail était soudainement une denrée rare et précieuse. Les serfs pouvaient exiger de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et même leur liberté. En Angleterre, des statuts, comme le statut des travailleurs de 1351, ont été adoptés pour tenter de geler les salaires au niveau d'avant la peste. Mais ces lois étaient largement inefficaces. La loi de l'offre et de la demande a fait son chemin et les salaires ont augmenté. Les paysans, libérés de leurs liens de servitude, ont commencé à se déplacer vers les villes où les opportunités étaient plus grandes. C'est la première fissure dans l'édifice de la féodalité. L'économie agraire, qui était le moteur de l'Europe médiévale, a été profondément affectée. Le manque de main-d'œuvre a entraîné une baisse de la production agricole. Les prix des denrées alimentaires ont chuté en raison de la diminution de la demande, mais le coût de la main-d'œuvre pour cultiver la terre a augmenté. Les seigneurs et les propriétaires terriens ont été confrontés à une crise de rentabilité. Beaucoup ont été forcés de convertir leurs terres en pâturage pour le bétail, ce qui nécessitait moins de main-d'œuvre ou de louer leurs terres à des paysans en échange d'un loyer en espèces, ce qui a encore renforcé la monétarisation de l'économie.
La richesse s'est déplacée des propriétaires terriens vers les paysans et les artisans. La peste noire a également eu un impact profond sur la structure sociale et la psyché collective. La mort, qui avait toujours fait partie de la vie, est devenue un spectacle quotidien, une présence familière. L'idée de la danse macabre ou danse de la mort est devenue populaire. Ces représentations artistiques montraient des squelettes dansant avec des gens de toutes les couches de la société, rois, papes, paysans, pour symboliser que la mort était la grande égalisatrice. La mort ne faisait pas de distinction entre les classes sociales, ce qui était une idée révolutionnaire pour l'époque. Le manque de main-d'œuvre a aussi ouvert des portes pour des groupes sociaux qui étaient autrefois exclus. Les femmes, par exemple, ont pu accéder à des métiers qui leur étaient auparavant interdits. Les artisans et les ouvriers des villes, devenus une denrée rare, ont vu leur pouvoir de négociation augmenter. Des guildes et des corporations ont dû s'adapter et de nouvelles formes d'organisation du travail sont apparues. Enfin, la peste a ébranlé la confiance dans les institutions. Le rôle de l'Église a été remis en question. Comment un Dieu aimant pouvait-il permettre une telle souffrance? La mort de nombreux prêtres et moines qui s'étaient occupés des malades a également laissé des vides dans la hiérarchie ecclésiastique. Les gens se sont tournés vers de nouvelles formes de piété, plus personnelles et moins institutionnalisées. Le sentiment que l'Église avait failli à sa tâche de protectrice a ouvert la voie à des mouvements de réforme qui, des siècles plus tard, allaient aboutir à la réforme protestante. Alors que nous nous préparons à la fin de notre voyage, nous pouvons sentir les profondes ondes de choc qui ont secoué la société médiévale. La peste noire a été une force de destruction, mais elle a aussi été une force de création. Elle a détruit un vieux monde, mais elle a aussi préparé le terrain pour la naissance d'un nouveau. Le choc de la peste noire a été une force de destruction, mais comme un grand feu de forêt qui fertilise le sol, il a aussi permis la germination de nouvelles idées et de nouvelles structures sociales. Les conséquences de la peste, si terribles soient-elles, ont ouvert la voie à un changement profond et durable qui a finalement mené à la Renaissance. L'ancien monde, avec ses structures rigides, a commencé à s'effondrer, et un nouveau, plus fluide et plus ouvert, a commencé à se dessiner. Le manque de main-d'œuvre, comme nous l'avons vu, a donné aux survivants un pouvoir inattendu. Les paysans et les artisans, qui étaient au bas de l'échelle sociale, ont pu exiger de meilleurs salaires et une plus grande autonomie. Cette nouvelle prospérité pour les classes inférieures a entraîné un changement dans les habitudes de consommation. Les paysans, qui ne vivaient autrefois que de pain et de céréales, ont pu se permettre d'acheter de la viande, des vêtements de meilleure qualité et des produits de luxe. Cette augmentation de la demande pour des biens de consommation a stimulé le commerce et l'artisanat dans les villes. Les villes, bien que dévastées au début, sont devenues des lieux d'opportunité. Les terres agricoles, laissées à l'abandon, sont devenues des pâturages, ce qui a encouragé l'élevage de moutons et la production de laine. L'industrie lainière, qui était déjà importante en Angleterre et en Flandre, a connu un essor sans précédent. Le commerce, bien que perturbé, a continué, et les marchands qui ont survécu à la peste ont amassé de grandes fortunes. Cette nouvelle classe marchande, avec sa richesse et son pouvoir, a commencé à défier l'autorité traditionnelle de l'aristocratie terrienne. L'argent, et non plus la naissance, est devenu un facteur de mobilité sociale. La peste a également eu un impact profond sur le monde des arts et de la culture. La mort, qui était omniprésente, est devenue un thème central dans l'art et la littérature. Les œuvres d'art représentant la danse macabre ou la danse de la mort, qui montrent des squelettes dansant avec des gens de toutes les classes sociales, étaient très populaires. Ces images étaient un rappel constant de la fragilité de la vie et de la futilité des distinctions sociales face à la mort. Elles ont également mis en évidence une nouvelle préoccupation pour l'individu et son destin, une idée qui allait devenir centrale à la Renaissance. La peste noire a aussi stimulé les progrès en médecine. La théorie des humeurs qui avait dominé la médecine pendant des siècles a été remise en question face à son échec retentissant. De nouveaux médecins ont commencé à observer la maladie de manière plus directe,
en se basant sur l'expérience et non plus sur des textes anciens. L'idée de la contagion est devenue plus claire. Les villes, après la première vague de la peste, ont mis en place des mesures de quarantaine, des hôpitaux pour les pestiférés et des règles d'hygiène plus strictes. Ces mesures, bien que rudimentaires, ont posé les bases de la santé publique moderne. L'impact sur la religion a été tout aussi profond. La mort d'un si grand nombre de prêtres et de moines a laissé l'Église affaiblie. Le prestige de l'institution a été ébranlé, car les fidèles se demandaient pourquoi Dieu avait permis une telle catastrophe. Les gens ont commencé à se tourner vers des formes de piété plus personnelles. La lecture de la Bible est devenue plus populaire et de nouvelles doctrines ont émergé. Cette remise en question de l'autorité de l'Église a ouvert la voie à des réformateurs comme Martin Luther, qui, un siècle et demi plus tard, allait lancer la réforme. La peste noire n'a pas été la seule cause de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. D'autres facteurs, comme l'émergence des États-nations, l'invention de l'imprimerie et l'exploration de nouvelles routes maritimes, ont également joué un rôle. Mais la peste a été le catalyseur, l'étincelle qui a accéléré ces changements. Elle a détruit un monde d'ordre et de hiérarchie et a laissé la place à un monde de chaos et de possibilités. Le voyage de la peste noire est peut-être terminé, mais son écho résonne encore à travers les siècles. Elle n'était pas un simple épisode d'une histoire ancienne, mais une force de transformation qui a modelé le monde moderne et dont les leçons, pour peu que nous prenions le temps de les écouter, sont toujours pertinentes. La maladie elle-même, la bactérie Yersinia pestis, n'a pas disparu. Elle est toujours présente dans le monde, nichée dans des populations de rongeurs. Mais les progrès de la médecine et de la santé publique l'ont rendue gérable et rare. Cependant, l'histoire de la peste noire nous enseigne des leçons qui dépassent la simple biologie. La première leçon, c'est celle de la fragilité de nos systèmes. L'Europe du XIVe siècle était un monde de relations complexes, d'économies florissantes et de structures sociales bien établies. En l'espace de quelques années, tout s'est effondré. La peste a mis à nu la vulnérabilité de l'humanité face à un ennemi invisible et a révélé à quel point nos sociétés sont interconnectées. Les mêmes routes qui nous enrichissent peuvent aussi nous apporter le malheur. Cette leçon, nous l'avons redécouverte récemment face à d'autres épidémies mondiales. Elle nous rappelle la nécessité de la coopération internationale et de la préparation face à l'inconnu. Une autre leçon est celle de la résilience humaine. Face à l'horreur, à la mort et à la désintégration de la société, les humains se sont adaptés. Ils ont trouvé de nouvelles façons de vivre, de commercer et de s'organiser. La peste noire a été un catalyseur pour l'innovation. Elle a poussé la médecine à se remettre en question, les économies à se réinventer et les structures de pouvoir à évoluer. La perte d'une si grande partie de la population a ouvert la voie à un monde plus mobile, plus fluide, où le travail et la prospérité n'étaient plus strictement liés à la naissance. C'est la première étape vers une société de classe plutôt qu'une société de caste, une idée qui a mis des siècles à se concrétiser. La peste a aussi eu un impact profond sur la culture et les arts. Le thème de la mort est devenu omniprésent dans la littérature et la peinture, mais il n'était pas seulement un thème de désespoir. Il était aussi un rappel de l'importance de la vie. La conscience de la mort a poussé les gens à vivre dans le présent, à apprécier chaque instant. Cette philosophie de la vie, ce carpe diem, a nourri le terrain fertile de la Renaissance. La soif de connaissance, le désir d'explorer le monde et de comprendre la nature de l'homme, tout cela a trouvé un élan dans le sillage de la peste. Les artistes ont commencé à représenter le corps humain de manière plus réaliste. Les philosophes ont remis en question les anciens dogmes et les savants ont cherché de nouvelles façons d'interpréter le monde. L'héritage de la peste noire se retrouve également dans le langage. Le mot quarantaine lui-même, qui vient de l'italien quaranta giorni, 40 jours, est un vestige direct des mesures de prévention mises en place par les villes portuaires de l'époque. Les masques que portaient les médecins, avec leur forme étrange et leur signification sombre, sont devenus une icône de l'histoire, un rappel visuel de l'époque. Alors que nous laissons cette histoire se terminer,
nous pouvons nous imaginer à nouveau dans l'Europe du milieu du XVe siècle. Le silence est retombé sur les champs et les villes, mais c'est un silence différent, chargé de mémoire. Les survivants de la peste ont dû reconstruire un monde, et ce qu'ils ont construit était quelque chose de nouveau, de différent et à bien des égards, de meilleur. Ils n'ont pas simplement restauré le passé, ils ont créé un avenir. Cette histoire est un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière, que même dans la mort, il y a la promesse de la vie. L'humanité, avec toutes ses faiblesses et ses préjugés, a montré qu'elle pouvait se relever, s'adapter et grandir face à l'adversité. L'histoire de la peste noire est la nôtre. C'est l'histoire de la vie, de la mort, de la destruction, de la résilience et de la renaissance. C'est l'histoire d'un monde qui a changé pour toujours. Alors que nous nous endormons doucement, nous pouvons emporter avec nous la douce mélodie de cette histoire, celle d'un monde qui a trouvé la force de renaître de ses cendres, comme le phénix de la légende.